Les bombardements ont repris à Beyrouth, il y a eu des tués. La mission humanitaire française semble tout de même sur le point d'aboutir. Dans ce journal, une page spéciale consacrée au Liban. 4 équipes d'Antenne 2 ont filmé Beyrouth au quotidien. Incident en Corse ce soir, plusieurs milliers de personnes manifestaient à Bastia. Michel Rocard très ferme à l'Assemblée. La nouvelle politique de la santé du gouvernement, 3 axes principaux. La prévention, les droits du malade et l'hôpital de demain. Bonsoir. 5 morts, 24 blessés. C'est un bilan hélas provisoire de la journée à Beyrouth où les bombardements ont repris. Au même moment, un espoir se dessinait ce soir pour que la mission humanitaire française aboutisse. Nous allons y revenir. Et ce matin, le président Mitterrand, en Conseil des ministres, a bien rappelé les objectifs de cette mission. Depuis plusieurs semaines, vous le savez, le peuple libanais vit une tragédie. Comment, pourquoi, quelles solutions? C'est ce que nous allons essayer d'entrevoir dans la page spéciale que nous vous présentons dans ce journal. Et tout de suite, nous retrouvons à Beyrouth l'un de nos envoyés spéciaux, Bernard Benyamin. Écoutez. On ne peut pas se rendre compte de l'enfer qu'a vécu la capitale libanaise depuis ces 3 dernières semaines. Et pourtant, demain, les Libanais s'apprêtent à célébrer un triste anniversaire, celui du début de leur guerre, il y a 14 ans. 14 ans marqués par la mort, l'angoisse et l'incertitude. Avec nos équipes, dirigées par Pierre Serra, Bruno Lodreff et Alain Labouze, nous avons voulu en savoir un peu plus sur cette guerre, sur ceux qui la font et sur ceux qui la vivent. C'est cet état des lieux que nous tenterons de dresser tout à l'heure, au moment où l'on attend à Beyrouth les 2 bateaux de la mission humanitaire française. Beyrouth, état des lieux, tout à l'heure au cours de notre page spéciale consacrée au drame libanais. Effectivement, dans quelques minutes, nous retrouverons Bernard Benyamin et les équipes d'Antenne 2 à Beyrouth. Mais tout de suite, le reste de l'actualité. D'abord la Corse, où la situation s'est brusquement tendue. Cet après-midi, une grande manifestation avait lieu à Bastia. Elle a rassemblé plusieurs milliers de personnes qui protestaient contre la suspension des négociations dans la fonction publique. Une grande partie de la foule ne s'est pas dispersée et il y a eu des incidents. Christophe Marté sur place. Certains ont fait 3 heures de route pour arriver à Bastia. Ils viennent d'Ajaccio ou de Porto Vecchio. Au rendez-vous de la première manifestation régionale dans le conflit de la fonction publique en Corse. Nous venons de la Corse du Sud, de Porto Vecchio. C'est la première fois que des fonctionnaires, qu'un peuple, on peut dire, est traité de cette façon par un Premier ministre. Ça, on peut le dire haut et fort. Et nous sommes là pour lui répondre. Les négociations, on a attendu beaucoup de choses, mais on n'a pas vu grand-chose arriver. Hein. On est un peu déçus, même plus que déçus. En tête, les négociateurs. Pas tous, certains sont restés à l'intérieur de la préfecture. Le cortège, plus de 10 000 manifestants, un des plus gros rassemblements jamais vus à Bastia, beaucoup de banderoles CGT, le syndicat majoritaire chez les fonctionnaires. En Corse, détermination et solidarité sont des mots chargés de sens. Les syndicats ont ce soir réussi leur pari, mais ils restent muets sur l'après-manifestation. À l'issue du rassemblement, les manifestants se sont heurtés aux forces de l'ordre qui bloquent les accès à la place de la préfecture. Dans la fumée des bombes lacrymogènes, difficile de dire ce soir comment va évoluer le conflit en Corse. Voilà, et ce soir, en ce moment même, les incidents continuent à Bastia. Cet après-midi, à l'Assemblée, Michel Rocard a été très clair. Moins que jamais, il ne veut céder aux fonctionnaires corses. L'État ne doit pas payer chaque fois qu'une catégorie sociale descend dans la rue. Écoutez le Premier ministre. Chacun doit comprendre qu'il est temps que cesse le fait que dès qu'une catégorie sociale descend dans la rue, l'État paye pour arrêter cela. Les finances de la France ne sont pas à la merci de ces comportements. La France a défendu sur le plan interne et sur le plan des marchés externes. Oui, vous pourriez applaudir aussi, ça ne vous gênerait pas. Et j'entends bien, j'ai même la conviction que nos concitoyens de Corse me comprennent quand je parle de la sorte. Ils savent fort bien que la longue indifférence de la France continentale vis-à-vis de la Corse doit cesser. Cela veut dire que dans la gestion de ces fonds et de ces aides, l'État doit avoir en Corse la même intransigeance qu'ailleurs, au prix de laquelle, sans doute, nous arriverons au même niveau de justice sociale qu'ailleurs. Et c'est le souhait qu'ici j'entendais formuler. Merci. Voilà, et j'ajoute qu'aux 4 vérités de Télématin, demain matin, donc, Michel Durafour, le ministre de la fonction publique, répondra aux questions de Rachid Arabe sur la Corse
bien sûr. Comment améliorer la santé en France? Le gouvernement a défini 3 axes. 1. Plus de prévention. 2. Préparer l'hôpital de demain. 3. Surtout, affirmer les droits du malade. Ces 3 axes majeurs ont été présentés par Claude Évin, le ministre de la Santé, en Conseil des ministres ce matin. Daniel Duigou. Le docteur Évin prescrit 5 traitements de fond pour guérir d'ici 3 ans le système français de la santé. Premièrement, intensifier la prévention avec des campagnes plus efficaces contre le tabac et l'alcool ou pour le préservatif. Deuxièmement, moderniser l'hôpital avec une meilleure gestion des dépenses grâce à l'informatique, une meilleure utilisation des équipements par région et une plus grande autonomie des directeurs. Troisièmement, développer le droit des malades avec l'accès au dossier médical et la possibilité de recours en cas de litige. Quatrièmement, rééquilibrer les honoraires des médecins par la révision des tarifs et le redéploiement des médecins conventionnés par spécialité et par région pour l'accès de la médecine à tous. Enfin, cinquièmement, et c'est peut-être là le plus spectaculaire, contrôle du prix des médicaments avec de nouvelles formules, comme le remboursement non pas par produit, mais par maladie, ou bien le remboursement du seul médicament le plus efficace par maladie, ou bien encore la rétribution du pharmacien non pas au médicament, mais à l'acte. En conclusion, 5 traitements qui ont le mérite de fixer des objectifs clairs, quitte à être contestés par les professionnels de la santé, mais dont l'application commence à faire partie des urgences. Et puis au Conseil ce matin, on a appris aussi où serait édifiée celle qu'on appelle déjà la TGB, la très grande bibliothèque, de son vrai nom, la Bibliothèque de France, annoncée par le président Mitterrand le 14 juillet dernier. Eh bien, ce sera dans le 13e arrondissement de Paris, sur le site de Tolbiac. Dans les mois qui viennent, il y aura une sélection des différents projets architecturaux. En question demain, le budget 90, comment l'équilibrer? Ce sera difficile, comme toujours, particulièrement sans doute cette année. Autour de Michel Rocard, une trentaine de ministres. Demain, ils discuteront du déficit budgétaire, des baisses de TVA et aussi de l'impôt sur l'épargne. Ce sera difficile, bien sûr, car pour respecter les priorités du budget, il faudra, Philippe Sassier, faire des sacrifices. Oui, ils seront difficiles. En tout cas, au premier rang des impératifs budgétaires, l'État doit placer l'éducation nationale et la recherche doit redevenir l'enfant chéri de la République. Ces phrases de François Mitterrand, dans sa lettre aux Français, servent de boussole à la préparation du budget 90. Comme il faut financer les promesses faites aux infirmières, aux enseignants, aux fonctionnaires, cette préparation est acrobatique. Elle se transforme en casse-tête lorsque, en même temps, on doit diminuer les dépenses de l'État. Seul moyen de préparer l'avenir, de protéger le franc, de garantir la croissance, dit-on chez Pierre Bérégovoy. Mais le casse-tête devient véritablement torture lorsqu'il faut baisser les taux de TVA et la fiscalité sur l'épargne pour nous préparer aux combats européens. Alors, comment couper dans ces dépenses prioritaires? C'est la question posée demain. Mais il y a les dépenses militaires, à qui la loi programme, votée par tous les partis, sauf par les communistes, assure un rythme de progression 2 à 3 fois supérieur aux autres. La tentation est grande de les mettre elles aussi au pas, mais le ministre de la Défense, Jean-Pierre Chevènement, jouera probablement le fameux « touche pas à mes soldats ». Bref, pour toutes ces raisons, la préparation du budget 90 est un véritable événement politique. Merci Philippe. Les grandes manœuvres à droite maintenant, il s'agit toujours de la préparation des européennes, cette fois j'y suis. Cette fois ce sont les rénovateurs, oui, qui ont pris, c'est-à-dire les jeunes, les rénovateurs, qui ont pris l'initiative aujourd'hui. Ils proposent une grande convention de tous les partis d'opposition pour constituer les fameuses listes. Véronique Saint-Olive. Les rénovateurs ne savent plus où donner de la tête. Valéry Giscard d'Estaing les met en demeure d'expliquer à la télévision leurs différences. Ils refusent. Pas question, disent-ils, de débattre avec les amis. Du côté de chez Giscard, on ironise. Michel Noir lance un appel directement à la télévision, un appel personnel à 20h à Valéry Giscard d'Estaing. Et il lui dit « Abandonnons la langue de bois, les appareils des partis, soyons francs et modernes ». Giscard répond « Chiche, tout de suite, abandonnons la langue de bois, les appareils des partis et discutons ensemble de l'Europe ». Et à ce moment-là, Michel Noir se met aux abonnés absents. Mais les rénovateurs ne lâchent pas prise. Dopés par l'appel de la France profonde qu'ils entendent remonter vers eux, sondage en poche, ils reprennent l'initiative. Charles Millon, tout à l'heure, a abattu un nouveau joker. Demain, lors du Conseil national de l'UDF, il déposera une motion pour demander la réunion d'une convention nationale qui réunirait tous les parlementaires, élus municipaux, départementaux, régionaux de l'opposition. Que cette convention vote
sur ces listes et qu'ensuite, en fonction des suffrages obtenus, que soit composée à la proportionnelle une liste unique de l'opposition. Demain, chacun abattra ses cartes. Giscard, qui a tout fait pour verrouiller la donne. Les rénovateurs, qui mettront le jeu sur la table pour voir. Et Pierre Méhaignerie, qui devrait soutenir les rénovateurs, mais qui a peut-être aussi une carte secrète dans la manche. Le Liban, nous y venons. Je vous rappelle qu'il y a encore eu 5 morts et une trentaine de blessés dans les bombardements aujourd'hui. Mais le fait du jour, c'est que le gouvernement libanais musulman, celui de M. Selimos, a finalement accueilli favorablement l'aide humanitaire de la France. Dans les prochains jours, les bateaux français qui sont arrivés à Chypre, ces bateaux français pourront sans doute accoster au Liban. M. Salim Hos avait apprécié la déclaration de François Mitterrand ce matin à Paris au Conseil des ministres. Le chef de l'État français avait bien souligné que la France était l'amie des Libanais de toute confession et qu'elle appuyait les démarches de la Ligue arabe. Alors dans quelques instants, nous allons retrouver nos envoyés spéciaux à Beyrouth qui vous montreront la vie quotidienne dans cette ville ravagée. Mais d'abord, les faits ce soir. La mission française sur le point d'aboutir alors que Bernard Kouchner, le secrétaire d'État à l'action humanitaire, a dialogué avec les 2 chefs de gouvernement libanais. Jean-Marc Ilouz. Immobilisés depuis ce matin dans les eaux chypriotes au large de Larnaca, le navire hôpital français La Rance et le pétrolier Penhor ne sont plus condamnés ce soir à rester éternellement en rade. Une légère brise de détente semble en effet souffler ce soir en Méditerranée orientale et les tractations en cours pourraient aboutir à couper la poire en 2. Un premier bateau français aborderait les côtes libanaises au nord de Beyrouth dans le port chrétien de Jounieh. L'autre cinglerait simultanément vers un port musulman, soit au nord Tripoli sous contrôle syrien, soit au sud Tyr par exemple. Reste qu'à Beyrouth, et pour la 2e journée consécutive, Bernard Kouchner, secrétaire d'État à l'action humanitaire, a poursuivi sa navette entre les 2 gouvernements rivaux. Je crois que les malentendus dont j'ai parlé ont été pour une part dissipés, puisque j'ai rappelé partout la position constante de notre pays et que là-dessus, il suffisait de se référer au texte. Beyrouth-Est d'abord, nouvelle visite pour voir le général Aoun, chef du gouvernement chrétien armé par l'Irak. Il souhaitait voir la France prendre carrément parti contre la Syrie et dénonce aujourd'hui le manque de liberté des musulmans pro-syriens. Aucun dirigeant musulman ne peut parler s'il est stationné dans la région occupée par les Syriens. Même les dirigeants chrétiens, ils ont le droit tout au plus de se taire. Discrétion de rigueur pour Bernard Kouchner en sortant et puis au terme d'un slalom à travers Chicagne, ligne de front, le cortège officiel français passe sans essuyer un coup de feu à Beyrouth-Ouest pour une 2e rencontre celle-ci avec M. Salim Hos, Premier ministre musulman pro-syrien. Hier, M. Hos disait non à l'aide humanitaire française et accusait Paris de pencher sournoisement en faveur du camp chrétien. Ce soir, et c'est là le tournant, M. Hos rend hommage, je cite, à la position objective, juste et ouverte du président Mitterrand. Manifestement, les mises au point faites ce matin en Conseil des ministres à Paris ont été reçues 5 sur 5 à Beyrouth-Ouest et sans doute aussi à Damas. Dernière minute, ce soir, M. Hos revient sur son refus. L'aide humanitaire française pourra donc également atteindre les communautés musulmanes et les 2 bateaux français sont prêts, dit-on, à quitter Chypre dès cette nuit. En France, cette crise libanaise a encore provoqué de nombreuses réactions. Cette manifestation, par exemple, c'était cet après-midi à Paris, plusieurs centaines de personnes devant l'ambassade du Liban, parmi elles des hommes politiques et des intellectuels de tous bords. Réaction dans l'opposition, François Léotard a réaffirmé que la responsabilité de la crise incombait aux Syriens. Écoutez. Et le vrai regret que je formule vis-à-vis de la présidence de la République française, du gouvernement français, de la majorité de notre pays, parlementaire et gouvernemental, c'est qu'à aucun moment le mot d'occupation n'ait été utilisé. Face à une occupation étrangère, le premier devoir des amis du pays concerné, c'est de dénoncer cette occupation et d'obtenir par tous les moyens diplomatiques, économiques d'abord, et je ne parle pas pour l'instant bien entendu de moyens militaires, j'y viendrai, mais diplomatiques et économiques, la libération du territoire occupé. Et puis la déclaration du chef de l'État ce matin au Conseil des ministres, écoutez-la telle qu'elle a été présentée par son porte-parole Hubert Védrine. La France est et se veut l'ami des Libanais de toute confession, de toutes les communautés. Pour elle, il n'y a pas lieu de choisir entre les victimes des affrontements qui se déroulent au Liban. Toutes valent d'être secourues.
L'aide humanitaire qui leur est destinée est un signe d'amitié et de solidarité pour le peuple libanais. Rien d'autre, mais tout cela. Dans cet esprit, la France appuie les démarches de la Ligue arabe et forme des vœux pour le succès de sa mission. Elle approuvera et, le cas échéant, contribuera à toute mesure qui permettra d'apaiser les souffrances et de restaurer le dialogue au sein d'une population depuis trop longtemps livrée à la violence. Elle souhaite que les nations amies du Liban disent avec elle qu'il appartient aux Libanais de refaire l'unité de leur pays sur la base des réformes qui leur paraîtront nécessaires. Le Liban va maintenant entrer dans sa 15e année de guerre civile et d'occupations diverses. Une période de troubles qui a fait des milliers de morts et qui a meurtri une population. Ces dernières semaines, la crise a atteint son paroxysme avec l'affrontement entre chrétiens libanais et armée syrienne. Alors comment Beyrouth a vécu, on pourrait même dire survécu? Eh bien nous allons retrouver tout de suite nos envoyés spéciaux à Beyrouth. 14 ans de guerre donc, avec cette litanie de souffrances, avec un sentiment auquel personne ne s'est habitué ici, à l'est comme à l'ouest, la peur. La peur dévorante des bombardements, des fusillades, des attentats, la peur des nuits passées à attendre les premiers obus, la peur d'une religieuse française qui vit au Liban depuis 16 ans. Elle a tout vu, elle a tout fait, mais aujourd'hui elle craque au point qu'elle n'ose plus du tout sortir de chez elle. Le reportage de Bruno Ledreff et Jean-Claude Latremblay. Servir le thé malgré les obus qui tombent à quelques centaines de mètres seulement, c'est parce qu'il faut faire semblant, continuer de vivre comme s'il ne se passait rien. Garder le moral quand il y a du monde, et puis après quand on est toute seule on chiale, et puis on se dit oh c'est pas la peine, quelle connerie, on s'en sortira jamais, et puis ça sert à rien, puis... 15 jours durant, sœur Thérèse est restée enfermée dans son appartement. Membre de la congrégation des Sœurs de la Charité de Besançon, elle a vécu à Beyrouth 14 années de guerre. Une guerre qu'aujourd'hui, elle ne supporte plus. On avait le moral. Maintenant, on voit qu'il n'y a plus d'issue, qu'il n'y a plus rien, que c'est la faim, on est comme des rats, on est tout le monde... Il y a trop de choses contre ces malheureux chrétiens. Je dis chrétiens parce que je suis avec les chrétiens, et puis les autres, c'est pareil, finalement. Happy birthday to you. Les anniversaires se fêtent dans la cave de l'immeuble. La plupart des familles ont tenté de s'y installer dans un semblant de confort. Un lieu où sœur Thérèse refuse de s'établir. Elle résiste. Son dernier courage, dormir dans l'appartement. La France, ça se traduit en 3 choses. Commencez par avaler. C'est passé là. Puis après, alors là, la colique vous prend. Pas la colique, c'est-à-dire ça tord dans l'estomac. De toute façon, là, vous faites n'importe quoi. Vous irez n'importe où. Partir à pied, n'importe où. Vous courez n'importe où. Vous traverserez le feu, vous irez n'importe où. Pourtant, les nuits trop noires de Beyrouth sont bien désertes. Ceux qui sont restés dans la capitale libanaise se terrent jour et nuit dans la peur. C'est l'un des paradoxes de cette guerre. En plein cœur de Beyrouth-Est, il y a des réfugiés. Des réfugiés chrétiens qui le plus souvent ont fui la montagne Druze pour venir s'installer dans des immeubles abandonnés ou dans des centres d'accueil. Alain Labouze et Dominique Merlin ont suivi l'un de ces réfugiés, un infirmier, dans sa tournée des dispensaires. Lui, c'est Miled, l'infirmier de Ashrafieh. Il a quitté son village natal de Nahamé dans la montagne Druze parce qu'il avait peur pour ses enfants. Déjà 4 années passées à Beyrouth. Son QG, c'est le dispensaire d'Eklim El Karoub, basé dans une caserne de l'armée libanaise. Ici, il n'y a pas de petites blessures. La guerre est longue et les gens ont besoin de parler. Les réfugiés de Beyrouth, il les connaît presque tous. Avec 75 000 livres libanaises, 900 francs par mois, Miled fait vivre toute sa famille. Miled est chrétien, mais pour lui, au Liban, il n'y a pas de guerre de religion. Alors, il va partout. Dans ce quartier pauvre de Beyrouth, les enfants chrétiens et musulmans jouent ensemble. Ceux qui ont 14 ans aujourd'hui n'ont jamais connu autre chose que la guerre. C'est Claude, Saab, chrétien, Hamad musulman et Claude chrétien. Il habite ici à Kerm Zeytoun. C'est la vie routine. Au couvent de Notre-Dame de Louaïzi, 25 familles de réfugiés. Toutes viennent de la montagne Druze et du sud Liban. Aujourd'hui, on a appelé Miled, 2 enfants sont malades. Ici, on a appris à vivre au rythme des bombardements. 200 obus sont tombés en seulement 3 semaines. Miled n'a toujours pas compris pourquoi. Il y a beaucoup de bombardes qui tombent ici.
tout est civil, par exemple. Ici, c'est le couvent. Pourquoi les bombardements se tombent ici? Sur la terre de... Je sais pas. La route, par exemple. Personne qui veut... qui peut... Tout est peur. Personne qui passe à travail pour chercher quelque chose pour manger. Je sais pas. On le sait, pour d'autres guerres, malgré les bombes et les obus, il faut vivre. Et pour vivre, on a besoin d'énergie. Un problème vital pour les Béroutins depuis le bombardement des réservoirs en carburant de Dora. C'est la raison pour laquelle tous les Libanais ont les yeux tournés vers la centrale de Zouk, celle-là même que doit tenter de ravitailler le Pénor, l'un des 2 bateaux de la mission française. Bruno Ledreff et Jean-Claude Delatremblay. La centrale de Zouk alimente Beyrouth et une bonne partie du Liban en électricité. Depuis le 14 mars, elle fait l'objet de beaucoup d'attention. Si, faute de carburant, elle s'interrompt, c'est une grande partie de l'infrastructure du pays qui s'effondrera. Sans électricité, les stations de pompage d'eau s'arrêteront. Les communications seront perturbées, d'énormes quantités de produits alimentaires et pharmaceutiques avariés. Une véritable catastrophe pour les conditions de vie déjà très difficiles des Libanais. Depuis le début de la semaine, l'électricité est distribuée avec une extrême parcimonie, quelques heures seulement par jour. Il ne reste plus que 24 heures de réserve de fioul. La centrale se trouve dans l'impossibilité de s'alimenter. Les tirs d'artillerie interdisent à tous les tankers de s'approcher. L'unique espoir d'éviter une coupure généralisée de courant, l'arrivée du pétrolier français Penhor. Mais il y a quelque chose que l'on sait moins, c'est que chaque fois que des obus tombent à Beyrouth-Est, il en tombe aussi à Beyrouth-Ouest. Beyrouth-Ouest, c'est la partie musulmane de la capitale libanaise, contrôlée par les Syriens, mais il arrive que l'on y trouve aussi certains chrétiens. Le reportage de Jean-Marc Soucy. Beyrouth-Ouest, quartier Amra, la rue la plus commerçante de la ville. Quelques chrétiens y vivent toujours en s'efforçant de passer inaperçus. Sauf un, réfugié, gardé sinon retenu, près de l'hôtel Beau Rivage, le PC des forces syriennes au Liban, Eli Obeika, chrétien maronite, ancien chef des forces libanaises, aujourd'hui dissident, nous livre son analyse, appuyée, inspirée sans doute par Damas, de l'action actuelle de la France. La France est en train, par les propos qu'elle a émis, de renforcer chez les chrétiens ce sentiment qu'une nouvelle croisade est en train d'arriver, de renforcer chez les autres une nouvelle peur d'un enlisement occidental dans cette guerre-là. Ce sont des propos que la France est en train de donner, et ce sont des canons que ici les gens sont en train d'acheter. J'ai été clair, si la France va être à égale distance des 2 parties et essayer peut-être de résoudre amicalement ou bien pacifiquement le problème entre les Libanais, il n'y a pas de problème. Mais si la France va rentrer dans le jeu en appuyant une force contre une autre, il va y avoir beaucoup de problèmes. Et puis il y a ceux qui la font, cette guerre, en tout cas à l'Est, puisque pour le moment nous ne pouvons pas aller voir ce qui se passe du côté syrien. Ils se battent sur les 2 fronts traditionnels de Beyrouth, le passage du musée et Souk El Garb. Pierre Serra et Gilles de Blair s'y sont rendus pour voir cette armée libanaise en action. Le cœur du vieux Beyrouth, enjeu de 14 ans de bataille qui ont fini par en faire une ville morte, veillée par l'armée. C'est là que commence la ligne de démarcation qui coupe la capitale en 2. Un peu plus loin, le passage du musée. Selon qu'il est ouvert ou fermé, il donne le niveau d'attention intercommunautaire. En face, l'Ouest musulman. Depuis 3 semaines, rares sont les voitures qui l'empruntent. On passe plus facilement à pied. Oh, je vous assure, ils ne voulaient pas me laisser passer. Il faut toujours mettre le nom, bien il faut payer, il faut... Et si vous allez, vous n'allez plus retourner. Je ne sais pas quoi vous dire, vraiment. Qui vous protège ici, l'armée? Ici, de ce côté, mais de l'autre côté, Dieu seul nous protège. L'enclave chrétienne, environ 1500 km², est délimitée par une véritable frontière intérieure qui se prolonge dans la montagne, où s'est établi depuis 1983 le 2e front traditionnel. L'armée y contient les milices druzes hostiles au régime
est soutenu par l'artillerie syrienne. Sur le front de Souk el-Rab, le cessez-le-feu est intermittent. Le colonel Kallas, qui commande la 8e brigade, craint que les Druzes ne tirent parti de la trêve pour améliorer leur position. Bien renseigné, il fait donner ses mortiers de 80 à titre d'avertissement. Ces soldats protègent en fait l'enclave chrétienne qui demeure la seule région non occupée sinon libre du pays. Ils comptent parmi eux 30% de musulmans. Et dans ce contexte confessionnel, l'armée a forcément un rôle politique à jouer. L'armée libanaise a été toujours l'armée de la légalité. Et on a toujours défendu la légalité. L'armée libanaise n'a jamais entamé un coup d'État ou n'importe quelle démarche contre n'importe quel gouvernement libanais qui a été formé depuis 1943. Et nous sommes prêts à défendre toute communauté libanaise. Le message est clair. L'armée est contre la partition du pays. Bafouée pendant des années, elle demeure aujourd'hui l'institution nationale la moins délabrée. Elle tente de se réunifier et d'entraîner le pays dans le même mouvement. Il faut comprendre qu'au Liban, s'il y a de multiples tendances, il y a en fait, dans le contexte actuel, 3 courants fondamentaux. Les partitionnistes d'abord, qui sont représentés par les forces libanaises chrétiennes, qui veulent un État à elles et qui ne veulent discuter avec personne. Et puis les unionistes, représentés par le général Michel Aoun, qui prétendent que seule l'armée est le recours de la nation et qu'en la réunifiant, on réunifiera le pays. Et puis troisième mouvement, les réformistes musulmans, qui elles ne veulent entendre parler ni de partition ni de réunion, tant qu'il n'y a pas eu de réforme politique qui leur donne une plus grande part du pouvoir. On en est là, et dans ce contexte, évidemment, l'aide humanitaire française ne vient en quelque sorte qu'à teaser les susceptibilités. Mais ceux qui la recevront, parce que le Liban en a bien besoin, eh bien, seront bien contents de la recevoir. Voilà, fin de cette page spéciale consacrée au Liban, alors que l'on attend toujours l'arrivée des 2 bateaux de la mission humanitaire française. Nous nous retrouvons demain dans les journaux de 13h et de 20h, puisque, je vous le rappelle, nous avons décidé de mobiliser une partie de la rédaction pour vous tenir informé des événements qui se déroulent au Liban, ce pays déchiré, je vous le disais en commençant cette page spéciale, qui s'apprête à entrer demain dans sa 15e année de guerre. Voilà, et pour confirmer ce que disait Bernard Benyamin à l'instant, je vous rappelle que, pour clore cette page spéciale consacrée au Liban, que les bateaux français qui amènent une aide humanitaire vont pouvoir finalement accoster sur les côtes libanaises, puisque le gouvernement libanais musulman, celui de M. Selim Hos, a finalement accueilli favorablement l'aide humanitaire de la France. Le reste de l'actualité maintenant avec, en Espagne, le terrorisme basque qui reprend. Un garde civil espagnol a été tué tôt ce matin près de Bilbao. Pas de revendication, mais la police soupçonne l'ETA qui a rompu la trêve la semaine dernière. L'ETA qui a annoncé qu'elle allait déposer des bombes sur les voies ferrées Madrid-Séville et Madrid-Valence la nuit prochaine. Pascal Deschamps. Cette fois, l'ETA a sans doute tué. Le sergent de la Hosse a été abattu d'une balle en pleine tête par un commando de 3 hommes. Premier attentat mortel depuis l'annonce d'une trêve le 8 janvier et la reprise de difficiles négociations entre le gouvernement et l'organisation séparatiste. Pour un peu, pendant 3 mois, le Pays basque aurait pu croire à la paix civile retrouvée. Il a suffi de quelques jours pour qu'il passe de l'espoir à la consternation. Mardi dernier, l'ETA annonçait la rupture de la trêve à la suite de divergences sur le contenu des négociations. Commençait alors une série d'attentats au colis ou à la lettre piégée qui faisaient de blessés graves. Hier soir, le ministre espagnol de l'Intérieur en tirait les leçons. Le gouvernement considère désormais terminé le dialogue avec l'ETA. Et ce matin, les autorités prenaient l'offensive en arrêtant 9 membres présumés de l'organisation. Attentats, répression, le Pays basque espagnol est bel et bien retombé aujourd'hui dans un cycle infernal dont l'issue est plus que jamais incertaine. Une décision du Parlement européen qui devrait faire plaisir à tous les écologistes. Les voitures devront dorénavant être moins polluantes. Le Parlement européen vient de voter un renforcement des normes anti-pollution pour les automobiles. Voyons maintenant d'autres informations de ce jour aux 4 coins du monde avec Éric Perrin. Attentat contre un commissariat en Irlande du Nord. La bombe, dissimulée dans une camionnette garée devant le poste de police de Warren Point, a tué une passante et blessé une trentaine de personnes. Aucun groupe n'a revendiqué pour l'instant cet attentat, mais les soupçons se portent sur l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Découverte de 12 cadavres dans une ferme mexicaine proche de la frontière des États-Unis. Les victimes avaient été sacrifiées par des trafiquants de drogue qui pensaient se protéger de la police et gagner plus d'argent en se livrant à des cultes sataniques.
Les trafiquants pratiquaient des sacrifices humains et le cannibalisme. Ils ont été arrêtés. Un Concorde perd un morceau de sa queue mais arrive à se poser sans problème à l'aéroport de Sydney. L'appareil de la British Airways volait à 1600 km/h. Quand les passagers ont entendu un bruit sourd, une partie de l'empennage arrière venait de s'arracher. La compagnie britannique a fait savoir que tous les Concorde vont être vérifiés. Lâcher sa charge, c'est encore la meilleure solution quand votre hélicoptère ne se dirige plus. L'engin devait hisser des équipements pour la construction d'un building aux États-Unis quand le pilote s'est aperçu que les pales arrière ne fonctionnaient plus. Contrairement au caméraman, il a malgré tout réussi à contrôler son appareil et s'en est miraculeusement sorti avec quelques fractures. À quelques mètres près, il était bon pour un bain dans le lac Michigan. Voilà, j'ajoute deux informations dont je viens de prendre connaissance à l'instant même. D'abord, celle-ci en provenance d'Union soviétique. Le président de la Cour suprême du RSS vient d'être limogé. Il s'agit de M. Vladimir Terebilov. Pour l'instant, on ne donne aucune explication à ce limogeage, sinon que M. Terebilov dirigeait la Cour suprême au moment du procès de Yuri Tchourbanov, le gendre de Brejnev, qui avait été condamné. Et puis ceci, Sugar Ray Robinson est mort, on vient de l'apprendre. Sugar Ray Robinson, c'est bien sûr l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Il avait 63 ans, il est mort à l'hôpital de Broadman, en Californie. Pour l'instant, l'hôpital n'a pas donné les raisons de la mort de Sugar Ray Robinson. Cyclisme avec la Flèche Wallonne, c'est l'une des grands classiques belges. Eh bien, elle a été remportée cet après-midi par un Belge, justement, c'est Criquelion, Claude Criquelion, qui a gagné en prenant quelques secondes dans les derniers kilomètres de la course au Hollandais Steven Roux. Criquelion donc qui gagne devant Roux. A noter tout de même les bonnes performances de deux Français, Marc Madiot qui est 5e et Ronan Pinsec 6e. Il y a un tiercé demain, alors je vous donne tout de suite les pronostics de Pierrette Bresse. Les voici, le 15, le 7, le 14, le 10, le 4, le 2, le 11 et le 9. Voilà, fin de ce journal. Tout de suite, bien sûr, les prévisions de la météo. Je me retourne, c'est Laurent Cabrol. J'avais même pas eu le temps de voir que c'était lui qui a nous annoncer les prévisions de la météo. La dernière édition, ce sera Philippe Gassot vers 23h05. Excellente soirée sur Antenne 2. À demain, 20h.